Dans ce hangar discret au cœur de la garrigue de Saint-Hippolyte-du-Fort, sommeille une légende de l'aviation, le Blériot 11. Autour de lui, les murs racontent une histoire. Des photographies jaunies, des affiches de meetings aériens, des objets patinés par le temps. Autant de témoins d'une époque où le ciel s'ouvrait pour la première fois aux rêves des hommes. Ici, l'avion n'est pas condamné à l'immobilité. Il reprend régulièrement son envol pour parcourir la France et se montrer lors de meetings aériens. Eh bien oui, je me présente, Pascal Coularou, ancien libraire de Saint-Hippolyte, natif de Saint-Hippolyte. Le club aéro des Garrigues est né, il faut le dire, dans la librairie, un jour de 2005 où il est passé par la tête de certains, en particulier du libraire, de créer cette association pour commémorer ces 100 ans des premiers meetings de la région, on va dire des meetings importants, puisqu'on a vu arriver dans ce petit village de Saint-Hippolyte-du-Fort entre 10 et 12 000 personnes. Un succès inimaginable. Pour preuve, la centaine de cartes postales qui ont été éditées à l'époque, donc 1912. Et donc le terrain des batailles va servir d'aérodrome et va servir au public, puisque c'est un terrain qui est relativement grand. Voilà pourquoi nous avons voulu reconstruire, refabriquer à l'identique l'avion qui a survolé Saint-Hippolyte. Évidemment, en 2005, on ne pensait pas en arriver là, mais en 2012, pour les 100 ans, il sera terminé. Petit bémol, il ne volera pas. Pourquoi? Des questions administratives, mais aussi trouver un pilote qui veuille bien piloter ce genre d'appareil. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un en France. Hein. C'est Edmond Salis qui se trouve à la Ferté-Alais, que tout le monde connaît. Mais on ne désespère pas un jour de voler, bien sûr, avec cet avion. On a gardé pour les côtés, c'est une question d'aérodynamique, hein, du lin d'origine. L'avion était entoilé en lin. Aujourd'hui, il est entoilé avec une toile synthétique moderne qui est bien sûr beaucoup plus solide. En fait, on l'a mis aux couleurs de la guerre de 14-18, puisqu'il y a participé, mais surtout pour les commémorations, pour le centenaire de la Grande Guerre, nous avons promené, on va dire, le Blériot un peu dans toute la France, pour justement commémorer le début et la fin de la guerre de 14. Allez, c'est parti. Hop, remonte l'aile là. Voilà, on y va, on rentre. Allez, encore, c'est parfait, c'est parfait. Non, on descend là. Voilà, baisse, baisse, baisse. Voilà, là, c'est parfait. Parfait, Eric, tout va bien. Et les ailes sont en quoi? Alors, c'est du peuplier, le bois. Ensuite, on a cousu une toile qui s'appelle du dacron. C'est une toile synthétique. À l'origine, c'est du lin. Mais là, c'est du synthétique qui est cousu. On voit très bien, tous les 10 cm, vous avez une couture. Et avec des nœuds, on a 2 nœuds, justement, au cas où il y en ait une qui se casse. Hop, les autres sont noués, donc pour éviter justement que tout parte, comme c'était déjà arrivé à l'époque. Alors tu as vu que là, on en est loin. Allez, on monte. Encore un peu. Voilà. Voilà, tu vas remonter et il faut que ça soit là. Voilà, la partie arrière, le Blériot 11 est complètement monté. À la limite, on pourrait démarrer le moteur et s'envoler. Mais nous avons une partie, cette partie arrière, il y a une partie fixe, une partie mobile, et l'ensemble forme l'empennage. L'empennage, aujourd'hui, c'est exactement la même chose pour les avions classiques. Hein, et
Tu as vu le lapin? Il est dessous la remorque. Et une partie fixe et une partie mobile. Cette partie mobile va permettre au pilote de monter ou de descendre. Elle est actionnée, on le voit, par le manche à balai. On va pouvoir monter, descendre, tourner à droite et tourner à gauche avec une seule main. C'est l'ancêtre du joystick d'aujourd'hui. Avec une seule main, on peut faire les 4 manipulations. Et ça va transformer non seulement l'aéronautique, mais toute l'industrie. Là, on passe à la dérive, c'est-à-dire cette partie qui est mobile et qui est actionnée par les pieds du pilote. On le voit derrière la cloche Blériot, il y a le palonnier, ça s'appelle un palonnier. Et en fait, on pourrait croire que c'est pour tourner à droite et c'est pour tourner à gauche, mais pas du tout. La dérive est là, toujours aujourd'hui dans l'aéronautique, la dérive est là pour remettre dans l'axe l'avion. Lorsque l'on vole, si on a une bille dans les instruments qui vous dit vous êtes un peu trop à droite, vous êtes un peu trop à gauche, il vole en canard. Et ça, pour rétablir, on met du pied grâce au palonnier et on va recentrer le vol de l'avion. Et ça, aujourd'hui, ça existe toujours, même sur les gros, les 380, ils ont aussi une dérive pour rétablir la droiture du vol de l'avion. Toutes les hélices sont fabriquées de la même façon. Celle-là est particulière puisque c'est la première à être intégrale. Alors, pour la petite question technique, c'est une hélice, c'est à la forme de l'aile. C'est-à-dire, pour avoir de la portance, c'est-à-dire une différence de pression, vous avez la courbure de l'aile, mais vous avez aussi la courbure de l'hélice, c'est exactement la même chose. La forme de l'aile va faire que l'air qui passe dessus va beaucoup plus vite que l'air qui passe dessous. Au-dessus, on va avoir une dépression, pardon, et en dessous, on va avoir une surpression. C'est ce qui va nous faire monter l'avion. L'air, la différence entre l'air qui est au-dessus de la nervure et au-dessous. Et sur l'hélice, c'est exactement la même chose. Quand l'hélice tourne, l'air qui passe sur l'hélice, le haut de l'hélice, va plus vite que celui qui est derrière, qui va nous faire avancer, qui va nous donner le pas. Le pas, c'est en fait la distance que parcourt l'avion avec un tour d'hélice. Quand vous avez un pas de 0,6, ça, il a un pas de 0,7. C'est très très rare, enfin c'est rare. C'est parce que c'est une hélice intégrale. Elle est fonctionnelle dès le début du moyeu. Auparavant, l'hélice, elle commençait pratiquement à la moitié. Là, elle est fonctionnelle dès le moyeu de l'hélice. C'est pour ça qu'on a un pas de 0,6, 0,7. C'est 0,7 mètres. Chaque fois que l'hélice fait un tour complet, l'avion avance de 0,7 mètres. Et puis, vous pouvez reconnaître aussi sur le Blériot 11 l'idée de Gustave Eiffel qui était avoir une structure très légère, en bois, avec de la corde à piano, avec des ridoirs. Ce sont des ridoirs d'époque 1909. Et vous en avez en tout 93 ridoirs sur tout le fuselage. En fait, vous avez de la corde à piano et vous formez un cube qui est très léger et qui est très solide. Et ça, pour Blériot, c'est l'idéal. La corde à piano et le ridoir, on va voir ça pratiquement jusqu'à la fin on va dire des années 30-40, on aura toujours ce système de cube Eiffel. L'époque de cet avion, Louis Blériot, c'est une époque charnière dans l'histoire de l'aviation. Pourquoi? Louis Blériot, on est en 1900, va créer une société qui s'appelle les Phares Blériot,
qui va avoir un succès extraordinaire puisqu'il invente le phare automobile, mais on va mettre des phares un petit peu partout. Et avec l'argent gagné par cette industrie du phare automobile, il va mettre tout son argent dans l'aéronautique. Pourquoi le Blériot 11 aujourd'hui? Parce que auparavant, pendant les années 1903, 1902, 1903, jusqu'en 1908, il va casser du bois. Quand on parle casser du bois, c'est on va faire des essais. On ne sait pas à l'époque comment un avion vole. Jusqu'en 1908, où il rencontrera le fabricant du moteur, Alessandro Anzani. Et ça va être la révélation, puisqu'on a un moteur qui est relativement faible en puissance, mais on a aussi un moteur fiable qui a une durée de vie de 1 heure. Et grâce à cette heure de possibilité de vol avec ce moteur-là, on va faire la tentative de la traversée de la Manche. Il n'est pas seul, hein. Il y a énormément d'argent à gagner pour cette traversée de la Manche. C'est le Daily Mail qui va mettre le plus d'argent. Le Daily Mail, un journal anglais, va mettre énormément d'argent. On parle de 1000 livres sterling or. Ça faisait quand même une somme assez rondelette. Donc, Louis Blériot, après Hubert Latham qui a chuté dans la Manche, va faire son essai et va réussir la traversée de la Manche le 25 juillet 1909 à 5 heures du matin. Pourquoi 5 heures du matin? Pourquoi le 25 juillet? Parce qu'il fait beau. Pour la petite anecdote, on dit qu'un jour, tous les 100 ans, il n'y a pas de vent. Et ce jour-là, c'était le 25 juillet 1909, où Louis Blériot va faire sa tentative de traversée et va la réussir. Quand juillet 1909, il fait la traversée avec ce moteur-là, 3 cylindres, moteur de moto, 25 chevaux, ce n'est pas un moteur assez puissant. Donc Louis Blériot va enlever ce moteur-là et il va mettre le moteur de l'époque, c'est le moteur rotatif. C'est 7 cylindres qui tournent avec l'hélice. Et là, vous avez un moteur qui est fiable, qui dure à vitam aeternam. La preuve, avec ce moteur-là, Roland Garros va traverser la Méditerranée. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, on fera 37 km avec Louis Blériot pour la traversée de la Manche et on fera 770 km avec Roland Garros sur Morane Saulnier type H, c'est-à-dire type parasol. Il va faire la traversée de la Méditerranée avec le 7 cylindres en étoile rotatif, c'est-à-dire que les cylindres tournent avec l'hélice. Et là, c'est fiable. La preuve, c'est qu'il arrive à Bicêtre, en Tunisie, et il part de Saint-Raphaël, Bizerte. Évidemment, il longe la Corse, la Sardaigne, et il atterrit avec plus que, sur les 9 cylindres, il en reste plus que 7, mais il a réussi son pari, traverser la Méditerranée. Et nous sommes en 1913, septembre 1913. Grâce à cet argent gagné par la traversée de la Manche, il va évidemment construire d'autres Blériot 11 et ça va être le succès complet. Il va en vendre à peu près entre 500 et 600 exemplaires, sauf qu'il y a un énorme problème. On n'a aucun pilote. On achète l'avion, mais on ne sait pas piloter. Donc on va créer, Louis Blériot en particulier, à Buc, des écoles pour apprendre à piloter. Mais les frères Wright, les frères Farman ont aussi mis en place des écoles pour apprendre à piloter. Et évidemment, à Buc, quand vous apprenez à piloter un Blériot 11, vous achetez évidemment un Blériot 11. Pour la construction de cet avion, vous êtes parti de quoi? Parti de plans? Vous avez vu sur site? Comment vous avez fait en fait? Oui. Alors, nous avons la chance aujourd'hui
et pour les années futures, d'avoir l'original, le Blériot de Louis Blériot de la traversée de la Manche. Quand Louis Blériot arrive en Angleterre, c'est le succès. Le monde entier, en quelques semaines, sait que Louis Blériot a traversé la Manche avec son Blériot 11. Louis Blériot a besoin d'argent, il a mis énormément d'argent dans l'aéronautique, donc il a besoin d'argent, donc il va vendre le Blériot au journal Le Matin. Ce journal va l'exposer évidemment à Paris, dans la rue Le Courbe, où est le journal Le Matin. Elle va l'exposer à l'extérieur et ça va faire évidemment toujours de la très très bonne publicité. Ensuite, le journal Le Matin va l'offrir au Musée des Arts et Métiers à Paris et va être exposé, donc l'original est exposé dans la chapelle des Arts et Métiers, bien exposé parce qu'il chapeaute toute la chapelle. Et là, on peut le voir, on peut pas le toucher, évidemment, ça c'est une œuvre d'art, donc on peut voir comment il a été fabriqué. Et ensuite, on a retrouvé différents plans, des plans, pas des originaux parce qu'ils ont disparu. L'histoire où sont passés ces plans, ils ont quand même traversé une guerre mondiale, 2 guerres mondiales, et malheureusement, surtout, Louis Blériot était de Cambrai. Donc en étant de Cambrai, toute la partie nord de la France, pendant la guerre de 14-18, a été relativement bombardée, et on pense que toutes ces archives sont parties dans les bombardements. Mais on retrouve des plans, des personnes ont dessiné, ont récupéré, grâce à l'original, on fait des plans du Blériot, je dis bien le Blériot, de la traversée de la Manche. Et en 1912, le notaire, M. Élie Coularou, mon grand-père, a envoyé un courrier à l'Aéroclub de France pour avoir la possibilité d'avoir 2 pilotes. Ça va se réaliser. 2 pilotes, Paul Anouilh et René Duval. Paul Anouilh qui pilote cet avion-là, le Blériot 11, sera le premier pilote à voyager dans les airs au-dessus de la petite bourgade de Saint-Hippolyte-du-Fort, sous les yeux ébahis de 12 000 personnes. Le 15, 16 et 17 juin 1912. Merci Pascal, Eric et Myriam de nous avoir partagé avec passion l'histoire du Blériot 11 et bonne continuation dans votre projet d'ouvrir prochainement un espace mémoriel aéronautique cigalois qui prolongera sans aucun doute cette aventure et fera vivre l'esprit pionnier aux générations futures. Le Blériot 11 reprend son vol. Image virtuelle certes, mais mémoire vivante et l'histoire qui s'élève à nouveau au-dessus des collines cigaloises.